Bonjour Mathieu Lefebvre. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info Canal 16. C'est la rentrée politique et la rentrée du gouvernement avec un premier conseil des ministres de rentrée demain et surtout la préparation du budget 2027. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a écrit hier soir à l'ensemble des parlementaires, sénateurs et députés pour les mettre en garde. Je cite le Premier ministre, « Il faut adopter un budget, doter le pays d'un budget sous peine de désordre ». Les mots sont très forts. Est-ce que vous êtes inquiet, Monsieur le ministre, sur cette séquence budgétaire à venir ? En tout cas, le Premier ministre est du côté de l'intérêt général et il appelle chacun à la responsabilité. Est-ce qu'il faut ajouter dans ces temps d'incertitude une incertitude supplémentaire en matière budgétaire ? Est-ce qu'il faut prendre le risque d'une crise économique avec une augmentation des taux d'intérêt qui pénaliserait non seulement le budget de l'État, mais aussi les entreprises et les ménages français ? Est-ce qu'il faut prendre le risque d'une crise peut-être démocratique avec une élection présidentielle qui serait grevée par l'absence de budget ? Je ne le crois pas. Il faut donc que chacune et chacun puisse trouver des compromis au service de l'intérêt général pour que le pays puisse se doter d'un budget. Et si j'ose dire, pour être aussi moins en prise avec de potentiels spéculateurs à un moment où les taux d'intérêt sont en train de remonter. Est-ce que ça ne montre pas quand même la grande fébrilité du gouvernement ? On sait que vous n'avez pas de majorité parlementaire, bien évidemment. Il y a cette campagne présidentielle qui a commencé, notamment ce week-end, en cette rentrée politique. Est-ce que dans ce contexte-là, c'est aussi pas la raison pour laquelle le Premier ministre a fait cette lettre ? On a l'impression d'une grande fébrilité du gouvernement par rapport à cette séquence budgétaire. Non, il n'y a aucune fébrilité. Simplement, il y a un état de fait. On entend d'ores et déjà des parlementaires qui nous disent qu'ils vont, quoi qu'il arrive, censurer le budget, qui proposent d'ores et déjà des moyens de contourner le débat démocratique qui est leur mission première. Donc le Premier ministre a raison de les appeler à la responsabilité, de les appeler au débat, qui est dans le fond la mission première du Parlement, qui est de voter le projet de budget. Mais nous ne découvrons pas non plus une situation politique dans laquelle le gouvernement n'a pas de majorité. Il est vrai que l'élection présidentielle exacerbe les tensions, les positions, les postures. Mais le pays mérite mieux que des postures. Et surtout, encore une fois, l'élection présidentielle pourrait être grevée si demain il n'y avait pas de budget. Parce que s'il faut adopter un budget en milieu d'année prochaine, ça veut dire que nous ne l'aurons qu'à l'automne prochain. Donc le prochain président qui sera élu n'aura pas les moyens de son action. Ce qu'on propose, c'est un budget qui soit non pas réversible, mais qui puisse être modifié par le choix démocratique des Français. Mais on ne peut pas modifier un budget qui n'existe pas. Un budget qui ne passerait pas en force. En tout cas, c'est ce que dit visiblement le Premier ministre dans cette lettre aux parlementaires. Il dit aucun recours au 49.3 ni aux ordonnances. Ça, comment vous pouvez tenir cette promesse-là ? Le Premier ministre est un artisan du compromis. Il l'a montré l'an passé. Il tend la main à l'ensemble des forces politiques républicaines pour adopter un budget. Simplement, on ne va pas commencer à débattre des outils constitutionnels ou réglementaires, alors même que le débat n'est pas encore venu, alors même que le gouvernement n'a pas encore présenté sa copie. Il faut que nous puissions débattre de l'ensemble des articles du projet de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, avoir un débat de fond. Ouais. Peut-être d'ailleurs que les formations politiques disent ce qu'elles veulent pour le pays, pour la suite, et qu'on puisse avoir un débat contradictoire. Mais ne commençons pas à parler outils avant de parler de mesures. Mathieu Lefebvre, en tout cas, il va falloir faire des choix budgétaires. On sait que le gouvernement cherche environ 60 milliards d'euros d'économie. Est-ce que vous nous dites ce matin, est-ce que vous vous engagez sur les mesures qui ont été annoncées suite à cet été hors norme catastrophique, notamment sur le front des incendies, avec ces méga-feux en Gironde, dans le Var et dans les Landes ? Est-ce que ces mesures budgétaires qui ont été annoncées seront maintenues et figureront dans le prochain budget ? Oui, les moyens seront là. Mais ce que je veux d'abord vous dire, c'est qu'il n'y aura plus demain la capacité à investir ou à faire face à une crise nouvelle comme nous l'avons vécu avec le détroit d'Ormuz si nous n'avons pas de budget. L'absence de budget, elle coûte 15 milliards d'euros, c'est un rapport de l'IGF qui l'a indiqué cette semaine, et elle empêche d'investir pour l'avenir ou de protéger les Français. Mais au cas particulier de la transition écologique et de l'adaptation au changement climatique, ces dépenses seront sanctuarisées, elles seront en augmentation, plus 1,5 milliard pour le budget de l'écologie, un fonds vert, cet outil qui permet d'adapter les collectivités au dérèglement climatique. Donc ce que vous nous annoncez, c'est que le fonds vert va être... son budget va être augmenté à nouveau, parce qu'il avait été ponctionné, le budget du fonds vert. Porté à 1 milliard d'euros dans le projet de budget qui sera présenté aux parlementaires, avec notamment 100 millions d'euros pour renouveler la forêt, plus de la moitié des dépenses qui sont consacrées à l'adaptation au changement climatique. C'est un effort extrêmement important. Les dépenses du budget de l'État vont augmenter moins rapidement que l'inflation, 4 fois moins que l'inflation, mais certains secteurs sont préservés, dont la transition écologique, dont la défense. Ça veut dire qu'il faut faire des économies
par ailleurs, avec notamment le plan de communication en réduction qu'a proposé le Premier ministre pour sanctuariser des dépenses d'investissement et revenir sur des dépenses de fonctionnement. Donc vous faites cette annonce ce matin que le Fonds vert va voir son budget augmenter d'1 milliard d'euros, donc revenir quasiment à porter à 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, d'accord. Au lieu de 900 millions aujourd'hui à peu près. Il était à 750 millions d'euros. 750 millions. Donc ça monte un petit peu. On rappelle, le Fonds vert, c'est un dispositif qui permet d'assurer la transition écologique du pays, pour les téléspectateurs qui nous regardent. Parmi ces 60 milliards d'euros d'économies, où allez-vous les trouver ? On entend beaucoup que les retraités aisés vont être mis à contribution et participer davantage à l'effort national. Est-ce que vous confirmez que, en effet, vous orientez dans cette direction et donc que les retraités les plus aisés vont être sollicités ? D'abord, il y a eu beaucoup de fake news dans ce débat. Le Premier ministre a remis les choses au carré cette semaine en écartant certaines pistes. Il y aura Roland Lescure, le ministre de l'économie, c'était sa proposition. Ce débat, fake news, ça. Ce débat est un débat légitime. Je ne sais pas si elle sera retenue, cette mesure. Vous y êtes favorable, vous, personnellement ? Et je ne sais pas. Je dis que le débat est légitime, qu'on peut l'avoir. Mais je dis aussi que sans budget de sauvegarde républicaine, sans budget raisonnable, dans le monde concurrentiel que nous connaissons, face à une telle flambée des taux d'intérêt, il va falloir faire des efforts, pas des efforts pour faire des efforts, pas des efforts aveugles, mais des efforts pour préserver notre capacité à investir dans l'avenir et notre capacité à défendre l'économie française et les ménages français. Alors parlons de cette élection présidentielle. Vous soutenez Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui est à Mayotte, qui a fait sa rentrée politique à Mayotte, avec des annonces autour de l'immigration. Il souhaite, je cite, fermer les vannes totalement de l'immigration à Mayotte, sur cette île française. Ça a valu une passe d'armes avec Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, vous êtes, je le rappelle, soutien d'Édouard Philippe dans cette campagne, comment on fait juridiquement et d'un point de vue constitutionnel pour totalement arrêter l'immigration à Mayotte ? Édouard Philippe propose 3 choses, à la fois un centre de retour spécifique pour les pays du sud de l'Afrique. Il propose également un moratoire sur l'immigration et il propose également de ne plus instruire les demandes d'asile à Mayotte. Si l'on ne fait pas preuve de grande fermeté en matière migratoire à Mayotte, on va au-devant de grandes difficultés. Et d'ailleurs, ce plan s'inscrit dans la prolongation de ce qu'a fait Emmanuel Macron et ce qu'a fait Gérald Darmanin depuis 2017. Je rappelle qu'en 2018... Ça n'empêche pas les gens qui souhaitent revenir rejoindre Mayotte via des bateaux d'ailleurs de fortune, de misère, de le faire quand même. C'est pour ça qu'il faut Comment continuer, vous empêchez ces gens-là ? Poursuivre l'augmentation des moyens en faveur de la lutte contre l'immigration clandestine, comme nous l'avons fait depuis 2017-2018. C'est pour ça qu'il faut poursuivre l'augmentation des moyens en matière de forces de sécurité intérieure. Je rappelle que dès 2018, Édouard Philippe proposait à la fois de réduire le droit du sol à Mayotte et d'augmenter ses moyens, et que Gérald Darmanin a mené une action en la matière les années suivantes, avec par ailleurs un dialogue beaucoup plus exigeant vis-à-vis des pays tiers et notamment des Comores. Vous parlez de Gérald Darmanin, il a annoncé son soutien justement à votre candidat Édouard Philippe. Ça change quoi ? Ça change. D'abord, Gérald Darmanin, c'est un acteur de premier plan de la politique française. Ça montre la capacité d'Édouard Philippe à s'élargir. Et Gérald Darmanin le fait sur le fond, avec à la fois des divergences par rapport à Édouard Philippe, mais Gérald Darmanin met les égos de côté au service d'une cause qui est la lutte contre le duel attendu entre le Rassemblement national et la France insoumise. C'est donc un acte politique majeur. Par ailleurs, Gérald Darmanin a des différences de sensibilité. Ce sera, je crois, à la fois un aiguillon social, un aiguillon politique pour Édouard Philippe. Il va jouer quel rôle, Gérald Darmanin, dans cette campagne ? Il jouera le rôle qu'il souhaite. En tout état de cause, le gouvernement est pleinement mobilisé à sa tâche. On a évoqué les enjeux budgétaires, les enjeux qui sont face à nous. Personne ne comprendrait que nous ne soyons pas à notre tâche. Gérald Darmanin jouera le rôle qu'il souhaite, mais quoi qu'il en soit, c'est un acteur de premier plan. Et c'est donc la démonstration de la capacité d'Édouard Philippe à s'élargir et à faire l'union de la droite et du centre autour de lui. Alors, il y a une annonce qui est attendue ce soir, c'est la déclaration très probable de Raphaël Glucksmann, candidat à l'élection présidentielle et sans doute candidat aussi à la primaire du Parti socialiste. C'est une candidature qui est plutôt... Qui est favorable pour vous. Comment vous la voyez, comment vous l'analysez ? Est-ce que ça divise davantage la gauche ou c'est un candidat sérieux qu'Édouard Philippe va devoir prendre en compte et affronter Raphaël Glucksmann ?
Oui, bien sûr, mais bon, moi j'observe d'abord qu'il y a évidemment deux gauches irréconciliables. Et Comme au sein du bloc central où vous n'êtes pas bien réconciliables, Gabriel Attal, Bruno oui, Retailleau. nous, on ne se divise pas sur des sujets essentiels. Eux se divisent sur des sujets essentiels. Par exemple, Raphaël Glucksmann est pro-européen, Jean-Luc Mélenchon n'est pas pro-européen. Raphaël Glucksmann n'est pas communautariste, Jean-Luc Mélenchon est communautariste. Sur l'antisémitisme, la rupture est franche. Mais moi, je souhaite en effet pour notre pays que nous puissions avoir une gauche républicaine avec laquelle nous avons des désaccords profonds, mais au moins avec laquelle nous pouvons débattre en républicain dans le respect des valeurs de la République. Ce n'est pas du tout le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est certainement le cas de Raphaël Glucksmann. Merci Mathieu Lefebvre, merci d'avoir été avec nous dans le 740 sur France Info, Canal 16.